Bonsoir, bienvenue à l'archipel. Désolée pour ce petit retard, mais comme vous l'avez constaté, on est un peu victime de notre succès. Donc merci d'avoir été patientes et patients. Et voilà, on est hyper heureuse de conclure cette carte blanche à Mathieu Amalric, qui est donc une idée de documentaire sur grand écran et de Tank, avec Dominique Cabrera. Donc ils sont là tous les deux pour accompagner les films, donc je vous demande de les accueillir chaleureusement. Voilà, comme on est très en retard, je passe tout de suite la parole à Pauline, mais je remercie encore vraiment Mathieu pour ces 3 séances magnifiques. Merci Mathieu. Merci beaucoup Margot. Pareil, je vais essayer de faire au plus vite alors que c'est le soir où j'ai le plus d'informations presque à vous donner. Déjà, merci beaucoup d'être si nombreuses pour revoir pour certains les films de Dominique Cabrera, d'écouter Mathieu pour parler de ces films. Je pense que ça va être une discussion passionnante. Juste un tout petit historique. Je pense que beaucoup parmi vous ne savent pas ce qu'est documentaire sur grand écran, donc c'est important de l'expliquer. On est une association de diffusion du cinéma documentaire qui existe depuis 1991 et qui, au fil des années, a accumulé des films dans un catalogue qui est vraiment une collection, c'est-à-dire que c'est pas une accumulation subie, c'est vraiment une accumulation très choisie, avec des films qui ont une vraie curation. Et parmi ces films, depuis longtemps, dans le catalogue, il y a les films de Dominique, donc c'est vraiment super de voir. Ça fait des décennies maintenant que Documentaire sur grand écran aussi travaille. Une dizaine de décennies. Ça ne se voit pas, mais je dois dire, c'est le moment de dire la vérité. Bon, on s'en lasse pas. Personne ne s'en lasse, c'est un public qui est renouvelé, c'est super. Alors, pour essayer de faire très succinctement, donc merci vraiment à Mathieu. C'est vrai qu'on adore ce travail de cinéaste. Merci à Mathieu. Ce travail de programmation. Ce qui est très important, c'est que chacun d'entre vous a eu cette carte. En arrivant, préservons ensemble les films documentaires, parce que je vais vous dire quelque chose qui peut paraître très technique, mais qui est en fait très important et très concret. C'est que tous les films, comme ceux que vous allez voir, comme beaucoup, nécessitent une gestion numérique des fichiers pour pouvoir être projetés, pour pouvoir être diffusés, pour pouvoir être sauvegardés dans l'avenir. Or, aujourd'hui, on a monté une levée de fonds parce qu'on a absolument besoin, il y a urgence à refaire le parc numérique. C'est très technique, mais on doit absolument sauvegarder ces films au niveau numérique. Donc, tout le monde peut nous soutenir. Déjà, venir aux séances comme vous le faites. Vraiment, ça nous soutient. Les films seront repris le dimanche 16 novembre à 14h. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous de cette levée de fonds, faire des dons sur Hello Asso, c'est défiscalisé pour ceux que ça peut intéresser. En tout cas, voilà, vraiment soutenez-nous, c'est hyper important, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des pistes pour nous soutenir. Et un petit mot aussi sur les films de Dominique, à savoir que le 5e plan de la jetée sort mercredi et que nous avons pris les DVD édité par Documentaire sur grand écran, des films que vous allez voir ce soir et autres. Donc vous pourrez les acheter à l'issue de la séance. Maintenant, je vous laisse parler, promis. Merci. Quel bonheur, Dominique, que tu sois là et de pouvoir montrer tes films. Quel bonheur, merci. Voilà, et on parlera après, quoi. Et comme on est très en retard, voilà, donc vraiment, j'ai eu la chance que Tank et Documentaire sur grand écran acceptent. Normalement, il devait y avoir que 3 films sur 3 séances. Et là, quelle chance de pouvoir montrer 3 films de Dominique ce soir. Quelle chance que Mathieu ait choisi. Merci Mathieu. Oh, merci Dominique. Et alors, encore merci Mathieu. Oui. Merci Documentaire sur grand écran. Je voudrais traduire un peu ce qu'a dit Lucie. Donnez d'argent, sinon les films vont disparaître. Oui, c'est ça, ils vont être perdus sinon. Vous avez compris le message.
Donc, donnez de l'argent, sinon les films vont disparaître. Parce que il y a des films tournés en bétanum dans des formats que maintenant il faut absolument numériser, et sinon ils sont vraiment perdus pour toujours. Et pour ça, il faut Donner de l'argent. Ouais, de l'argent. même 20 centimes, 1 euro. Oui. C'est... Voilà. Donc, c'est à moi de parler. Donc, oui, en fait, c'est vrai que c'est quand même extraordinaire, puisque, voilà, j'étais une toute jeune cinéaste, et j'ai fait des films comme ça avec des amis, avec beaucoup de passion. Et puis, ils sont encore montrés grâce à Mathieu Mallery et à l'Archipel et à Tank et à ce documentaire sur grand écran. Et bon, évidemment, pour moi, c'est heureux, quoi. Parce que j'arrive pas à tout à fait savoir, moi, que le cinéma, je le sais pour les autres cinéastes, mais pas tout à fait pour moi, que le cinéma... J'ai fait un film avec un très bon cinéaste et critique, Jean-Louis Comolli, un film qui s'appelle Bonjour Monsieur Comolli, et dans ce film, Jean-Louis dit « Le cinéma est un sauveur, un sauveteur des relations et de la palpitation des êtres. » Et ça, c'est, je pense, la raison pour laquelle je fais des films. J'arrive pas tout à fait à le savoir, que quand on a filmé quelque chose, ben, il y a des chances que ça continue de vivre sur l'écran, et que sur l'écran, ce soit du présent pour les spectateurs. Et ça, c'est quelque chose dont on ne revient pas. Je vous filme là, et ben, ce sera toujours du présent, et quand vous serez mort, quand on sera mort, ben, ça continuera de vivre. Et évidemment, avec tout ce temps qui a passé, c'est ça qui m'est renvoyé par les soirées comme ça, de commémoration. Mais c'est tellement... C'est à la fois, bon, bah, c'est triste, évidemment, on va mourir, on s'en va, mais il y a le cinéma qui continue de palpiter, de nous offrir quelque chose du présent des personnes. Et dans ces films-là... c'est ce qui comptait évidemment pour moi dans les deux courts-métrages, vous comprendrez bien pourquoi, quoi. C'est des personnes que j'aimais, dont je voulais garder la présence, ou que j'admirais avec Réjeanne. J'étais sensible à sa présence, Réjeanne dans la tour. Et puis le premier film, le premier court-métrage, c'est mes parents, c'est ma famille, et puis c'est quelque chose du passé que j'essayais de faire exister, quoi, de comprendre. Et puis dans l'autre film, Une poste à la Courneuve, alors il y avait plusieurs choses. Il y avait le service public, la présence du service public dans un quartier populaire, comment ça fonctionne en fait. Ça m'a passionné. Et à l'intérieur de cette problématique-là, qui était une problématique politique, ethnographique, il y avait les personnes, les visages. Et ça, je l'ai compris bien plus tard, en fait, en revoyant le film bien plus tard, qu'il y avait ce qui m'avait passionné, et ainsi que Hélène Louvard qui faisait l'image, et Xavier Griette qui faisait le son, c'était peut-être parce que c'était rendu plus sensible en fait par la vitre du bureau de poste, c'était de saisir un portrait, une présence, presque un dessin de ces inconnus, des passants qui viennent dans la poste avec leurs problèmes, leurs soucis, leur vie, quoi, et qui posent là, qui espèrent que quelque chose soit résolu. Et c'est ces visages, en fait, qui restent pour moi encore tellement... ces visages anonymes qui restent encore tellement forts, touchants, et qui racontent quelque chose. Et comment on a fabriqué le film, peut-être si ça vous intéresse, on en parlera tout à l'heure. Alors, il y a vos visages, là, c'est pas mal non plus. Merci. Alors, comme Dominique est une cinéaste trop humble, elle oublie de dire que avant, le principal exactement, avant les films, vous allez voir un extrait du 5e plan de La Jetée, qui est donc le dernier film de Dominique Cabrera, qui sort en salle. Pas le dernier, on espère pas le dernier. Ah, donc pas le dernier, le nouveau, Voilà. et qui sort en salle le 5 novembre, donc Alors, dans 2 jours. Il faut mieux le dire. Demain, au MK2 Beaubourg, à 20h15, il y a une avant-première, le 5e plan de La Jetée. Demain, donc, avant-première au MK2 Beaubourg, à 20h15. Et mercredi, au Méliès à Montreuil, à 20h30.
Puis après, jeudi, moi, je pars pour un mois de tournée, comme dans le film de Mathieu, mais sans costume. Et je vais montrer le film tous les soirs, ici et là, en France. Et dans toutes les salles de France, quoi. En fait. Ouais, voilà, pendant un mois. Et donc c'est un distributeur merveilleux qui s'appelle Les Alchimistes, qui s'occupe de faire exister ce film, quoi. Le 5e plan de La Jetée. Donc, un de mes cousins s'est reconnu, et a reconnu mon oncle et ma tante, dans le 5e plan du film de Chris Marker, La Jetée. Et voilà, donc j'ai essayé de faire un film avec cette histoire. Donc, venez! Et puis encore une toute dernière info frivole, mais le bar sera ouvert à la fin de la séance, comme la dernière fois. N'hésitez pas à prendre un verre. Bonne séance. Et à acheter des DVD, ouais. Bonne séance. Je sais pas ce qu'on va rajouter. Ah. Peut-être, comme on vient... Ah, merci. Comme on est avec Réjeanne, Oui. tu as eu envie de la filmer parce que tu savais quelle a été sa vie, ou c'est un déferlement qui t'est tombé dessus? Non, en fait, ça marche? Non. Vous m'entendez? Ah, il marche pas. Non, il marche pas. Désolé. Si, allô? Ah, ça y est. Peut-être que celui-là marche pas. Ça y est, il marche. Ça marche, oui. Voilà, alors bon, moi je me souviens pas de tout, hein, on est d'accord. C'était 93. Alors, il y avait Viviane qui a produit les 2 derniers films, qui peut-être viendra à mon secours. Donc 93, c'était il y a pas mal de temps. Donc Réjeanne, non, en fait Réjeanne, je savais tout à fait ce qu'elle allait dire, à peu près. Sur le plan de la mise en scène, c'était la même chose que Madame Pecnard, qui est la femme de ménage de La Poste. C'est-à-dire que c'était... et que l'autre film que j'avais fait avant, Chronique d'une banlieue ordinaire, c'est-à-dire que je passais du temps avec les personnes et j'écrivais en fait avec eux comme une sorte de... Alors, c'est pas fictionnel, hein, mais on était d'accord ensemble sur ce qui allait être dit, de quoi ils voulaient parler. Et Madame Pecnard aussi. D'accord. Et c'était... et donc c'est ce que j'avais fait dans Chronique d'une banlieue ordinaire pour à peu près toutes les personnes. Ça venait de ce grand cinéaste québécois, dont le nom m'échappe, mais vous le connaissez évidemment. J'ai un trou, ben, ça va me revenir. Donc j'avais lu en fait, et j'admirais et j'admire toujours beaucoup ces films. Denis Arcand? Non. Ah non. Non, pas du tout, Denis Arcand. Ah oui, Gilles. Ça va me revenir. Gilles Carle? Non. Bon, alors, bon. Énormément cinéaste, génial. Il n'est pas québécois? Si, Ouais, si, c'est- si, québécois. Non, mais Jonas Mekas le disait. Ah, Jonas Mekas. Non, je suis vraiment désolée, là, je suis un tout petit peu fatiguée, j'ai la mémoire qui flanche. Alors, donc, en fait, j'avais lu, donc, il faisait comme ça, en fait, il écrivait avec les personnes. C'est l'idée qu'en fait, les personnes sont porteuses de leur légende. Tu vois, c'était... Et puis, c'était pas... on était d'accord, en fait, au fond, tu vois, sur le principal, sur la relation, quoi, quelque chose comme ça. Et voilà, donc après, évidemment, je lui disais pas son rôle, quoi. Mais elle n'était pas surprise non plus, elle voulait dire ça. Voilà. D'accord. D'ailleurs, elle le dit à la fin, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Tu vois, voilà, elle voulait dire ça. Après, la manière de le dire, peut-être le détail de ce qu'elle dit, je me souviens pas, mais elle n'est pas surprise elle-même, quoi. Voilà. Et pourquoi la filmer? Ce dont je me souviens, c'est que c'était sa grâce, enfin son charme, enfin, vous l'avez sûrement ressenti, cette manière de bouger comme une danseuse, et sa candeur, voilà, enfin, tout ce qui lui arrive, et puis sa joie, et
sa beauté, voilà quoi. Oui, Et tu vois, après, j'ai cru que c'était soudain en direct, comme ça. Mais C'est c'était en direct, tu poses juste une petite chose et puis, bon, ben, j'ai eu un éventrement, une infiltration, puis après, tu te rends compte qu'elle a un enfant et que cet été-là, ben, en fait, ben, c'est fini. son compagnon va partir dans le sud, voilà, et qu'après, enfin, mais c'est pas possible. Et ça continue, et c'est ça, je ne savais pas, parce que les derniers plans où la caméra bouge pas sur les plans vides, j'avais ressenti comme un hébétement de ta part. C'était vrai, oui, oui, bah oui. Et c'est pour ça que je savais, j'imaginais que tu ne savais pas. Si, enfin, Que tu dises qu'elle écrit, que voilà. Je savais de quoi elle voulait parler, oui. Et en fait, l'idée c'était que sur certaines choses, ça allait être en faisant le ménage, Oui. et puis à certains endroits, on allait s'arrêter à certains étages, et je serais disponible si elle voulait dire quelque chose. Et voilà, et elle s'était mise en scène en fait. Mais c'est beaucoup le principe de ces films, que les personnes, on est ensemble et ils se mettaient en scène. Oui. Avec moi, enfin quelque chose comme ça. Après c'est difficile à décrire. Parfois j'y arrivais, parfois moins. Par exemple, je sais pas, l'interview des deux Vosgiens dans la Poste. Voilà. On crée avec Hélène et avec Xavier une forme d'espace où ça avait lieu, mais ils se mettent en scène eux-mêmes. Enfin, ils sont très conscients de ce qui se passe et ils jouent avec. Et merveilleuse surprise de notre vie, quoi, quand on a tourné le jour des allocs, là, tu as non seulement 2 personnes qui se mettent en scène, mais 42. Donc bon, c'était extraordinaire, quoi, pour nous. Et ils se mettent en scène parce qu'ils ont conscience de ce qu'on est en train de faire, puisqu'on est là, Hélène Louvard donc à la caméra, Xavier Griette au son, donc avec une perche, une caméra, puis ils nous voient découper. On a tourné beaucoup plus que ce que vous avez vu, puisqu'on a tourné tout le temps. Combien de temps d'ailleurs 4 heures, tu vois. Oui, Non, mais dans la Poste, c'est resté combien de... Ah, tu veux dire combien de le semaines? tournage, Ah oui. oui, en tout. Je me rappelle plus, 2-3 semaines par là. Ah oui, bien 3 Voilà, et semaines. puis j'avais préparé toute l'année Oui. à faire des enregistrements, à venir, revenir, voilà. Tous les jours pendant Voilà, il y pas mal avait de une temps. aide de l'Europe, je me souviens, qui nous avait Oui, permis de de repérer. faire tout ce travail-là. Tu avais passé un temps fou dans ce bureau de poste. Et d'ailleurs, rappelle-toi, le premier jour de tournage, on a dû arrêter tout de suite parce que le film avait été construit surtout sur le receveur qui devait porter, parce qu'il avait cette attitude particulière de recevoir dès qu'il y avait un problème au guichet, il recevait dans son bureau. Et on débarque pour commencer le tournage et il était parti sans rien nous dire. Et donc on a eu quelques heures, on s'est dit bon, Oui, je qu'est-ce pense qu'on qu'il a fait eu peur. En fait, on le voit à la fin. Oui, ça, on le finalement voit à il la arrive fin. après. En fait, ce que je repensais à lui, tu vois, je pense qu'il a eu peur parce que donc il faut raconter un peu le début. Bon, on fait des détours. Mais en fait, ce film vient de Suzanne Rosenberg, donc Sociologue. qui est une sociologue dont le travail m'intéressait beaucoup. Et Suzanne avait écrit un rapport sur les services publics dans les quartiers populaires. Et elle m'avait parlé en fait de ce bureau de poste, voilà, et où il y avait une façon de recevoir les personnes qui était particulière en fait, et qui venait de Marceau du Barry, le receveur, et des jeunes salariés qui étaient là. On le voit, qu'ils ont une façon de s'adresser aux personnes qui les incluent, enfin, ils vont au-delà de leur fonction, en fait. Ils mettent, c'est tout un des sujets du film, en fait. C'est comment les salariés, dans ce bureau de poste, face à la misère, à la difficulté de vivre, ils donnent d'eux-mêmes, quoi. Hein. C'est d'ailleurs quelque chose qui se passe dans beaucoup d'autres endroits, au guichet, en fait. C'est tout un thème de recherche sociologique sur qu'est-ce qui se passe au guichet. Donc ils donnent d'eux-mêmes. Et évidemment, moi j'avais été très déçue d'apprendre, moi fille de fonctionnaire, que en fait ils n'avaient pas eu d'enseignement sur le service public. Et que ce qu'ils donnent en termes de république, ça vient d'eux. Pas d'une formation en fait. Et malheureusement, il
une déliquescence, et c'est encore pire peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, mais ça vient d'eux, ils donnent d'eux-mêmes. Et donc le rapport de Suzanne, l'étude de Suzanne, c'était sur le rapport entre les salariés du service public dans cette poste, dans d'autres services publics des quartiers populaires, et la misère autour, quoi, ceux qui étaient encore plus bas, encore plus perdus, moins dans quelque chose, dans un environnement moins structuré. Donc voilà, et par exemple, ça s'est concrétisé autour de l'histoire des colis. À la fois, ils veulent aider, en fait, les salariés veulent aider, ils ont une forme de solidarité, en même temps une forme de surplomb, de nous on est mieux parce qu'on est moins pauvres, etc. Enfin, je pense que c'est assez clair hein, dans le film, et tout le travail autour de ce film, c'était d'essayer de rendre lisible, visible les analyses que Suzanne avait fait, que j'avais partagées, que j'avais éprouvées en venant faire tous ces repérages pendant toute cette année. Et donc, oui, j'étais en train d'expliquer l'histoire de la mise en scène, en fait, c'est-à-dire que quand on est à filmer les allocs, et c'est vrai que ça a été quelque chose que j'ai jamais vécu à nouveau, en fait, un truc tellement extraordinaire. On était dans cette salle pleine, il y avait peut-être pas tout à fait autant de gens qu'ici, mais quasiment, et les personnes qui étaient là comprenaient ce qu'on faisait, puisqu'ils nous voyaient découper. Tu vois, l'idée c'était de suivre la queue, en fait, hein, les petites histoires qui se passaient, et donc ils nous voyaient le faire, ils comprenaient ce qu'on faisait. Donc ils se sont inclus là-dedans, ils se sont mis en scène eux-mêmes pour dire des choses, pour se dire à eux-mêmes des choses. Enfin, vous avez vu, quoi, tout ce qui se passe, ils nous le donnent, en fait. Hein, je ne vais pas les interviewer. Ils nous le donnent, et ils se le donnent, et ils vous le donnent. C'est surtout ça, en fait. Au fond, ils se servent de nous pour dire quelque chose. À on ne sait qui, le monde, le public, enfin, voilà. Et ça, c'est vrai que c'était assez merveilleux, enfin, oui, merveilleux à vivre, quoi. D'être comme en direct avec les personnes, la société, un état du monde. Et aussi quelque chose d'intime. On voit qu'il y a des moments d'intimité, la dame qui parle de... vous l'avez vu vous-même, hein, les gens se montrent, en fait. Et alors, ça s'est rendu visible parce que il y a deux personnes, enfin il y a trois, il y a Christiane Lac qui a monté le film, mais il y a aussi Hélène Louvard donc, qui fait le cadre, ces cadres magnifiques, et puis l'idée qu'elle avait eue, qu'on allait en fait éclairer. C'est-à-dire que 3 semaines avant, je pense, je sais plus, on avait installé un peu de lumière pour que les visages des gens soient beaux. Pas beaucoup, hein, c'est pas une lumière de cinéma, mais on avait monté un peu le niveau pour qu'il y ait plus de profondeur de champ, et puis vous voyez qu'il y a quelque chose, il y a une beauté, quoi, voilà. Et ça, je pense que ça vient de un peu de lumière qu'avait mis Hélène, et puis Xavier Griette avait mis des micros, en fait. Oui, ça, Il avait des micros au guichet, il les ouvrait, il les fermait, enfin il faisait tout un boulot énorme, et il perchait en même temps. Et donc, en fait... Oui, il n'y avait pas de HF à l'époque. Non, puis on n'allait pas mettre des HF sur les gens, tu vois. Non, mais à l'époque... Oui, on aurait pu. Oui, c'est vrai, mais on ne l'a pas fait. Et je ne sais pas si ça existe. Non, c'est ça, en 94. C'est peut-être pas. Hein. Et donc, il y a un énorme travail de son de Xavier, donc, qui avait mis des micros. Et si le film peut vous toucher aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est-à-dire que les personnes sont dessinées. Et elles sont dessinées par l'image, les cadres magnifiques d'Hélène, et puis la lumière, et puis le fait qu'on les entend. Et donc on les entend, on est avec eux. Sinon, ils seraient un peu des ombres, quoi. Ils seraient plus anonymes qu'ils ne sont. Et ce qui fait que le film peut être touchant, c'est pour ça, je pense. On les entend, ils sont là, quoi. T'avais imaginé... Oh, pardon. Non. T'avais donc imaginé dès le début que tu filmerais des deux côtés. Tu t'es pas dit d'abord ce sera du côté des guichetiers. Oui, c'est ça. C'est-à-dire j'avais pensé, puisque c'était pas évident pour moi de filmer des anonymes, enfin des personnes avec qui j'avais pas de relation, puisque juste avant j'avais fait un autre film qui s'appelle Chronique d'une banlieue ordinaire, où j'avais toute une relation avec chaque personne que j'avais filmée, là, suivant la manière dont je vous raconte, quoi. C'est-à-dire, faire comme une espèce de carnet avec eux sur
de quoi ils voulaient parler, qu'est-ce qui comptait pour eux, enfin voilà, de se mettre d'accord en fait d'une certaine façon. Alors là, comment filmer la foule, quoi, hein, les gens. Donc on avait fait tout un truc, alors on avait montré des films dans le quartier, il y avait le facteur, on avait montré certains de mes films, le facteur donc avait fait tout un moment, je pensais qu'on allait filmer le facteur avait fait tout un travail de raconter aux gens ce qu'on allait faire. Il y avait à l'entrée de la poste, il y avait beaucoup de choses. À l'entrée de la poste, il y avait 2 personnes. Oui, il y avait Carole qui faisait signer une autorisation de tournage. Et on a appris, tu dois t'en souvenir, on a appris après le tournage que pas mal de personnes ne venaient plus dans ce bureau de poste pendant le tournage. Ils allaient au bureau du centre-ville parce qu'ils ne voulaient pas participer. Voilà. Et puis on disait aussi aux gens, si vous ne voulez pas participer au film, il y avait une file qui n'était pas filmée, etc. Donc on fait tout un travail pour que les gens soient d'accord, on explique ce que c'est le projet, enfin vous imaginez, tout un tas de trucs. Et puis donc, et moi je me suis dit à ce moment-là que c'était parce que j'étais avec les postiers que je connaissais, avec qui j'avais fait tout un travail, si j'étais à côté d'eux, alors je pourrais filmer. Donc on commence le film comme ça, et au bout d'un moment on s'aperçoit que malgré tout ça, ça se comprend d'ailleurs, hein, ça marche pas en fait, les gens sont pas à l'aise forcément, parce qu'on est loin, parce qu'on est derrière, et donc là on s'arrête, on va filmer derrière justement, c'est là où on filme les Vosgiens, c'est là où on filme l'histoire des colis, puis on se demande comment faire, et on se dit on va aller de l'autre côté, et comme ça on se rapproche des gens, quoi. On pourra parler éventuellement, mais finalement on n'a pas eu tellement à parler en fait, c'est-à-dire que le fait d'être là, à côté, avec tout ce travail qui avait été fait, ils comprenaient en fait ce qu'on faisait, et puis ils se sont mis à nous utiliser en fait, hein, pour dire des choses, pour montrer des choses, et voilà quoi, ça a été super. Ce qui est intéressant aussi, ça me revient en repensant à toute cette période, et ça bien sûr tu ne peux pas avoir oublié non plus, c'est la relation avec la Poste pour avoir l'autorisation du tournage. Et au départ, moi je n'avais pas voulu que la Poste participe au financement du film, de façon à être vraiment indépendant. Par contre, on s'était engagé à leur montrer le film une fois monté. Et tu te souviens de cette séance au point du jour, en fait, devant Suzanne Rosenberg. Suzanne était là, tu étais là, et j'étais là, on était les 3. Et on était devant tous les directeurs de la Poste dans leur bureau du point du jour. Et parmi ces messieurs, il n'y en a qu'un seul qui connaissait des bureaux de poste de ce type-là. Un seul. Et ils ont été, embarqués vraiment, ils ont voulu financer le film, on a pu faire un kinescopage, tout ça, on a eu un peu plus d'argent. C'est là où on a eu une copie en fait, en film. Mais oui, c'est peut-être un de mes films qui va rester. Mais oui, c'est le seul film, on a pu faire ce qu'on appelle un kinescopage. On est allé en Suisse, dans le laboratoire Godard. Oui, je me souviens de ça. Et donc ces messieurs, parce qu'en même temps, ce film-là, pour eux, sauvait la Poste qui devait être privatisée à ce moment-là. Et le fait de montrer l'importance de cette relation avec les habitants de tel quartier, ça a d'une certaine façon un peu sauvé à l'époque. Une partie des membres de la Poste qui ont utilisé en fait le côté gauche, si vous voulez. Ils ont le film a été utilisé, les a aidés à rester. C'est incroyable parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils auraient préféré cacher cela. Oui, mais je pense qu'il y avait tout un côté service public. En fait. Oui, voilà, c'est tout ce côté service public. Et d'ailleurs, si on a eu l'autorisation, c'est grâce à Suzanne, à Suzanne Rosenberg, qui s'appuyait, Madame Janichon, là, qui est au générique, qui s'était appuyée sur le côté progressiste pour qu'on ait l'autorisation de tourner. Ça s'est fait un peu comme ça. Ça s'est fait. C'est messieurs qui découvraient cette fête. Oui, c'est ce qu'on voit là. Hein. On voit qu'ils sont face à beaucoup à la misère, quoi. Oui, on voit que les guichetiers font les comptes des gens, en fait. Ils donnent du leur, ils sont là, ils bouchent les trous de la société, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, ça continue et on va à la NPE, il y a beaucoup d'endroits où c'est des salariés qui donnent du leur pour faire tenir la paix à l'hôpital, etc. Enfin, pas besoin de faire la liste,
pour faire tenir la société, bah, il y a beaucoup de gens qui la font tenir, quoi. Malgré tous ceux qui sont en train de la détruire, il y en a beaucoup qui la font tenir quand même. Et ça, moi, ça m'a beaucoup frappé en revoyant le film avec vous. Ça, ce don de soi de ces personnes magnifiques qui sont ou pas, c'est ça qui est beau. Oui, en effet, ça dépend de chaque personne et donc de chaque visage. Ou pas, mais même ceux qui sont pas, bah, ils sont là en train d'essayer de faire face, quoi. Non, mais c'est comme si on travaillait avec eux. Voilà, il faut bosser avec chacun. Ouais, c'est fort. Pour Réjeanne, je me pose la question, je voudrais que tu me dises, toi, comment tu t'en souviens. Moi, il me semble qu'elle avait été tournée au moment où on faisait Rêve de ville. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Et on c'est une journée en plus. Voilà, et on s'était rendu compte, en voyant ces rushs, qu'avec elle, il y avait un film en soi. Et moi, j'ai un souvenir avec elle que je voudrais partager avec vous, c'est que le film Réjeanne dans la tour avait été sélectionné, montré au cinéma du réel, donc au centre Pompidou, en 93 ou 14, enfin bon, voilà, il faudrait vérifier. Et je me souviens, j'étais allée à Mantes-la-Jolie chercher Réjeanne, et elle était venue au centre Pompidou voir le film. Alors imaginez cette dame se trouvant dans cette salle. Ah, ça avait été une émotion, mais vraiment remarquable. Et puis bien sûr, après, j'avais ramené à Mantes-la-Jolie. Et ça avait été un échange mais magnifique, quoi. Et pour elle, je suis sûre qu'elle n'a pas oublié, parce que c'était bon, quelque chose auquel elle n'aurait jamais pu imaginer que ça puisse lui arriver de venir. Ça avait, à mon avis, même le centre Pompidou, elle n'était jamais allée, quoi. Hein, donc ça avait été un moment très très fort, vraiment. Elle était trop belle. Si vous avez envie de poser des questions ou dire des choses à Dominique. Ah non, pas ma sœur. Moi, c'est justement ceux de la Poste dans le documentaire et les habitants. Il n'y a pas eu une projection? Si, bien sûr. On a donné des cassettes, puisque c'était des cassettes à l'époque. Et le film, il a été beaucoup vu, en fait, hein, dans le quartier. Il y a quelques années, pas très longtemps, 3-4 ans, j'ai montré le film dans une séance organisée par Périphérie, dans une médiathèque du 93. Et il y a une dame qui est venue vers moi et m'a dit « Je suis la sœur de Monique Amour ». Ça, c'était quand même extraordinaire. Ça fait comme le 5e plan de la vie. Ouais. Je suis la sœur de Monique Amour, et donc qui est la jeune femme avec les longs cheveux bruns qui veut tout le temps échanger des pins. Donc qui est amoureuse. Voilà, qui est si belle, qui chante avec sa petite fille. Et Hélène et moi, on l'a beaucoup filmé en fait, Monique Amour, avec un H. Elle s'appelle Monique Amour, c'est un nom algérien, je pense. Monique Amour avec un H. Et donc Hélène et moi, on l'a trouvée belle, on l'a trouvée touchante. Et donc on l'a filmée. Et à un certain moment, quand elle venait à la Poste, on l'a filmée. Elle comprenait qu'on l'a filmée, elle jouait avec nous, etc. Et à un certain moment, on a été faire un entretien dehors, en fait. Parce qu'on a fait des tas de tentatives. Hein. Et là, entretien avec Monique Amour dehors, donc elle nous parlait un peu de sa vie, mais ça ne marchait pas en fait, parce que l'unité de temps, enfin l'unité de lieu, faisait que le film il était dans la Poste en fait, et que quand j'essayais de sortir, d'aller au-delà du seuil en fait, bah, ça sortait du film quoi. Mais voilà, pour Monique Amour, le film il a existé, donc au point que sa sœur est venue me voir, et là il n'y a pas longtemps, et finalement Monique Amour ça allait, hein, à la fin là ça va pas dans le film, mais finalement ça allait, elle a mené sa vie, et voilà quoi, elle m'a donné des nouvelles, et c'était chouette. Il y a une question. Merci pour ces jolis courts-métrages. Je me posais la question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on pourrait avoir des réactions toujours aussi authentiques, sachant que les téléphones et la vidéo est omniprésente et que tout le monde filme ou se filme en permanence? Parce que du coup moi je pensais que c'était hyper, spontané. Donc maintenant je suis un peu déséquilibrée, comme vous avez dit que vous avez des entretiens, je ne sais plus quoi penser. Et pourquoi pour vous c'est spontané? Oui, c'est quand même spontané. Mais c'est drôle que ça vous trouble en fait, comme si
en fait, on fait tout le temps de la mise en scène. Par exemple, là, c'est spontané, d'accord, vous me parlez ou je vous réponds, c'est spontané, mais le cadre de mise en scène, il n'est pas spontané, c'est le cadre, vous voyez, on est la mise en scène, elle est faite par documentaire sur grand écran, Mathieu, Tenk, Alain. Bah oui, et puis, le rituel du débat, c'est une mise en scène, donc, d'accord, on est spontané, mais on est spontané dans un cadre qui est extrêmement mis en scène, extrêmement ritualisé. Et c'est parce qu'il y a ce cadre tellement ritualisé qu'on peut avoir de la spontanéité, de la liberté. Je ne sais même pas ce que ce serait autre chose. Donc le fait de préparer, de travailler avec les gens, on peut tout faire. On peut ne pas le faire, ça peut faire un très beau film aussi, mais le faire, c'est essayer de tracer un autre chemin en fait. C'est pas mieux ou moins bien pour moi. Un chemin où on va faire entrer dans la connivence de la mise en scène les personnes avec qui on fait le film. Et pour moi, ça a un grand intérêt en fait. C'est pas faux, vous voyez, et où c'est du faux qui dit vrai. Peut-être que, par exemple, en créant de la connivence avec Madame Péquenard, la femme de ménage du bureau de poste, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte pour elle, par exemple, faire ses comptes, nous livrer ses comptes. Pour moi, c'est plus, comment dire, c'est pas la peine de juger, mais peut-être si ça avait été spontané, comme vous dites, ça aurait été conscient de sa part. Et là, elle vous raconte ses comptes. Je veux dire, c'est un truc extrêmement intime. Donc pourquoi ce serait mieux qu'elle soit surprise à raconter ses comptes plutôt que d'accord pour raconter ses comptes? Et pour moi, le fait qu'elle soit d'accord pour vous livrer à vous ses comptes, c'est beau. Elle n'est pas prise par surprise à faire un aveu de ses comptes. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle va parler du fait que son mari est au chômage, donc elle est elle aussi sur le bord de la précarité dans laquelle sont les usagers du bureau de poste, et elle vous partage ses comptes. C'est une forme de grande générosité. Pour moi, c'est pas moins bien que le fait j'aurais tendu le micro, elle m'aurait raconté ses comptes, son portefeuille. Pourquoi ce serait mieux en fait? C'est que juste on a l'impression qu'ils voient pas la caméra. Attendez que les gens... Non, c'est que ça me donne l'impression que ils voient pas la caméra, alors qu'aujourd'hui, par exemple, on va sortir un téléphone et les gens vont se mettre en scène directement. Non, mais là, ils voient la caméra. Madame Péquenard. Voilà. Ah oui, ça va vous raconter. Non, mais c'est très proche de ce que disait Jean-Pierre Duret et André Santana le mois dernier sur le fait qu'il s'agit de donner la parole. C'est un échange. On est ensemble et je ne te vole rien. Ce n'est pas une caméra cachée. Et c'est pas des animaux sauvages comme ils disent avec cette putain de vitre. Qui est le sauvage de qui? Qui est de quel côté du zoo? Qui est spectateur? C'est ça qui est tellement que l'humain heureusement persiste, continue à exister grâce à l'échange. Oui, c'est parce qu'il y a eu ce long travail de préparation aussi, il y a une confiance, il y a quelque chose... Il y a une relation. Il y a une relation. Il y a une relation. C'est ce que disait Jean-Louis, le cinéma est comme Oli, le cinéma est un sauveur, un sauveteur de relation. Et là, c'est ça, c'est à travers la relation, mais pas une seule relation, c'est pas seulement ma relation avec eux, c'est la relation avec Hélène Louvard qui faisait la caméra, avec Xavier, avec le sujet même, on pourrait dire, avec les salariés. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que mon père était fonctionnaire, l'idée du service public, c'est très important. Je veux dire, je ne serais pas là aujourd'hui à être cinéaste s'il n'y avait pas eu l'école publique, s'il n'y avait pas eu... Enfin, c'est fondateur pour moi, dans ma vie, mais aussi évidemment dans mes idées. Mais c'était quelque chose, faire ce film, c'était très important pour moi, cette relation avec le sujet. Donc, les relations qui fabriquent le film, c'est ça qui fait la mise en scène, en fait. Et c'est ce qui fait que, vous dites, il ne voit pas la caméra
c'est pas ça. Ils savent qu'elle est là, la caméra, mais c'est pas la caméra qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de parler de ce qui compte vraiment pour eux. Et ils se sentent suffisamment confiants. On n'y arrive pas tout le temps, hein. Là évidemment vous avez les moments où on y arrive. Ils se sentent suffisamment confiants pour ne pas se focaliser sur la caméra, mais sur ce qui compte pour eux. Et au fond, c'est à peine à moi d'ailleurs qu'ils parlent. Ils se parlent à eux-mêmes, et donc à vous. Ils vous parlent à vous. C'est pas une confidence qu'ils me font, en fait, là. Ça peut être bien, des confidences. Je suis pas du tout en train d'essayer de créer des jugements à un cinéma qui serait moins bien qu'un autre. Moi, j'adore faire des photos volées dans la rue, quoi. On dit voler, parce que c'est voler. Mais ce sont des choses différentes, en fait. On voit autre chose. Et là, ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont debout, qui vous disent quelque chose à vous, quoi. Et c'est ça qui est beau. S'il y a une beauté dans ce film, pour moi, c'est ça, en fait. C'est que plein de chichis pour donner du joueur, plein de chichis pour donner du joueur, il est là, quoi. Il a le droit d'être là, et puis il l'affirme. Et il sait que la caméra, elle est là, quoi, à 3 cm de lui. Et il l'utilise, en fait. Il l'utilise pour dire quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est un grand cadeau de la vie d'avoir vécu ça. Ça a été une forme de révélation, quoi. C'est un peu comme avec tes parents. Voilà, c'est un peu comme avec les parents. Tu utilises la caméra pour pouvoir leur poser des questions. Absolument. Et eux, Tu leur avais jamais posé ces questions avant. pas comme sans ça. la caméra. Non, Ouais. c'est-à-dire que toi, tu as fait un peu ça aussi. Oui, bien sûr. Ouais, c'est le premier film souvent. Voilà, mange ta soupe. Ah bah, c'est sûr. C'était encore plus direct. Mais ouais. Oui, c'est-à-dire, c'est pas tellement. Moi, je dirais, c'est pas forcément la caméra, parce que à un moment, c'est dans un autre film, je dis ça. Mais je pense que c'est pas exactement la caméra, c'est la situation de mise en scène. C'est le fait de faire un film. Le fait, c'est tout cet énorme investissement qu'est un film. C'est pas seulement l'outil. Tu vois, ça m'intéresse tellement, ça me passionne tellement que je vais y passer des mois, des jours. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une folie là-dedans. Donc, cette folie, c'est ce qui paye le fait que l'autre, il va être entraîné dans cette folie de vérité, ou dans cette folie de forme, et il va aller un peu plus loin et donner aussi, mais pas à moi, à vous, à l'humanité, à travers la caméra, à travers moi, à travers l'équipe, etc. Mais il va se servir de ça pour s'adresser à plus grand que lui, que elle, quoi. Vous voyez ce que j'essaye de dire? Oui, dire quelque chose, dire son mot. Dire son mot. C'est un peu ce que tu fais quand tu joues. Parlons un peu de fiction. Non, mais par rapport aux parents sérieusement, que tu mets en situation je ne peux pas me d'acteur. répondre. Hein. On avait dit que Non, c'était un parce que débat. c'est les films qui sont intéressants. Et tes parents, tu les diriges. J'imaginais vraiment, vas-y maman, rentre avec le gâteau. Ok, maintenant, Non. maman. Là, le gâteau, non. Le gâteau, c'était pas ça, en fait. Je suis désolée de vous décevoir. Là. C'est terrible. Quand tu leur dis, alors je vais vous filmer tous les deux et surtout, ne bougez pas. Ah oui, non, là, oui, c'est vrai. Tu vois, il y a à chaque fois où, attention, il va y avoir des effets spéciaux, bougez pas, vous inquiétez pas, il y aura du feu, Oui. vous inquiétez pas. C'est des acteurs. Oui, là, avec ils étaient des- d'accord pour jouer. Quoi. Et Ouais. ce qui est assez beau aussi dans le film, c'est Ils que étaient très, très ils lâchent sympas. pas tout, quoi. C'est impossible. oui. En fait, c'est impossible, les parents. Et il y a peut-être ta sœur qui résume tout ensuite dans la voiture, quoi. Oui, après, maintenant, elle regrette un peu. T'aurais voulu que tes parents soient des héros. Oui, ce elle qui est regrette beau, un quoi. peu d'avoir dit ça, je crois. Mais non, c'est beau comme tout. Oui, c'est beau. Au contraire, elle leur dit, on va pas demander à nos parents d'être des héros quand même. C'est dégueulasse. Bah oui, c'est vrai. Mais bon. Après l'histoire du gâteau, non mais je veux rétablir un point Non, mais je historique. parlais juste de l'acteur, le fait que tu dis Non, mais t'as 1, raison. 2, 3, on y va. C'est vrai. Bon, C'est-à-dire là, déplacement. on jouait, c'était aussi un film fait à la maison avec ce qu'on a sous la main. Hein. Il n'y avait rien de plus, le livre d'histoire, la carte, là on parle du premier film. C'était l'idée, on va faire un court-métrage avec vraiment ce qui est là, quoi, rien de plus. Et donc l'histoire du gâteau, en fait c'était vrai, quoi, c'est-à-dire c'était mon anniversaire. Ouais. Et donc, en fait,
ma mère, donc on dit, ben, tu vas entrer avec le gâteau et tu vas dire que j'avais l'âge, voilà, puisque c'était la réalité. Et puis, en fait, elle fait un lapsus. C'est-à-dire qu'elle dit, tu as l'âge aujourd'hui que j'avais quand on est rentré d'Algérie. Donc la deuxième prise était la première qu'elle a faite. Voilà. C'est-à-dire Celle que... qu'on voit. Oui, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'elle dit rentrer d'Algérie, mais rentrer d'Algérie, ça n'avait pas de sens, puisque chez eux, c'était pas en France. Donc elle recommence, elle dit quand on a quitté l'Algérie. Donc c'est pas moi qui lui ai dit de dire les deux choses. Je sais, mais pourquoi pas, mais c'est parce qu'elle fait ce lapsus et on se dit, ah mais c'est incroyable ce lapsus, etc. Donc tu vas refaire quitter l'Algérie. Enfin, vous voyez. Donc c'est une espèce de... C'est pas une science exacte, hein, évidemment. On essaye de créer quelque chose avec ce que la vie te donne, avec les gens, avec ce qu'on peut faire aussi. Qu'on arrive à concevoir. Hein. Pardon. Sur Ici là-bas, justement, c'était quoi le point de départ du film? Eh bien, je ne sais plus. Ah, tu voulais savoir 2-3 trucs? Voilà. Est-ce qu'il s'était bien conduit? Ouais, quand non, même. mais c'est ça, oui. Non, c'est ça. C'est une Le point de départ, le point de départ, oui, le point de départ, c'est ça. Enfin là, ce qui me vient à l'esprit, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Toute cette histoire, maintenant, elle s'est beaucoup éclaircie pour moi. Et au fond, je crois que j'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de rendre plus clair dans ma tête la colonisation, la place des pieds noirs, la place de ma famille, enfin, vous voyez, à le clarifier. Parce que, comme beaucoup de personnes qui ont été dans la souffrance, ben, on n'en parlait pas, quoi, voilà. Donc, on n'en parlait pas. Enfin, on parlait de la tristesse, on parlait de la tristesse d'avoir quitté son pays, etc. Mais très peu, sinon très peu, en fait. Et c'est le fait, c'est ce que disait Mathieu, c'est le fait d'avoir un projet de film. Moi, donc je voulais être cinéaste. Et j'avais fait l'IDEC, c'était l'école avant la FEMIS. Et je voulais être cinéaste. Et donc, être cinéaste, c'est pour regarder, pour voir. On voit que la pulsion scopique m'occupe dans ces films. C'est le plaisir, c'est ça. Regarder, filmer. Donc, et en même temps comprendre. Et là, le sujet, peut-être un des nœuds les plus importants pour moi, c'était ça. C'était l'exil, c'était se sentir comme des étrangers en France, c'était ce pays perdu où ils avaient été heureux, enfin voilà. Et donc, c'était un de mes premiers projets de film. Voilà, c'était parler de ça. Parler de ça avec eux, et puis moi essayer de formuler quelque chose. Juste que ça devienne un peu plus clair en utilisant le cinéma. Beaucoup de personnes font ça. Hein. Toi, par exemple, beaucoup de personnes font ça, utiliser le cinéma. Comment tu l'as fait, toi, par exemple? On en parlera au hasard. Non, alors voilà. Alors là, je voudrais dire quelque chose sur ce que vient de dire Mathieu. Puisque on était en train d'essayer de clarifier l'idée de mise en scène. Alors, donc, oui. Très souvent, dans les débats, vers la fin, l'organisateur, comme Mathieu vient de le faire, dit maintenant le débat est fini, c'était bien, mais on va le continuer au bar. Il dit à chaque fois ça. Et en fait, je vais vous dire un truc. Après, il n'y a pas de débat au bar. Parce que justement, mais pourquoi? Très Alors, intéressant. je te réponds, c'est passé par ma grand-mère, moi. J'ai filmé ma grand-mère. Voilà, en documentaire, et après, ça a été l'invention d'une fiction où je voulais transformer une tragédie en pure comédie. Essayer, voilà. Et là, c'est que passé par, je pensais... Attends, il faut des précisions, là. Non, mais c'est tout. On ne comprend plus rien. Je vais d'abord réfléchir aux précisions. Moi, je voudrais finir ma phrase. Donc, pourquoi il n'y a pas de débat au bar? On a bien compris pourquoi il n'y a pas de débat au bar. Pourquoi il n'y a pas de débat au bar? Parce que le débat... Non. N'est pas mis en scène. Voilà. Parce que le débat ne peut avoir lieu que dans un espace mis en scène. C'est dans un espace sacré, dans un espace théâtral. C'est la théâtralisation, comme on l'a fait dans les films, là. C'est la théâtralisation, la ritualisation
qui permet le débat. C'est-à-dire qu'on dit des choses beaucoup plus intéressantes quand on est là à parler, pas à une personne, mais à plus grand que nous, donc à l'espace sacré, que quand on est au bar. C'est autre chose quand on est au bar. Ça dépend. Non mais c'était bon, que tu voulais que moi je parle de trucs alors, de moi, et donc, moi voilà. je suis pas là pour ça, c'est pas intéressant. Donc sa grand-mère, c'était quoi le film? Non, mais tu m'obliges, c'est pas du tout ça, les gens sont pas là pour ça. Les gens veulent savoir alors, comment oui, les il y a films une ont autre été révélation, France Culture est prescripteur. Le cinéma m'est venu sont là pour par le toi. plaisir de filmer ma grand-mère que j'aimais. Voilà, c'est tout ce que je te disais. J'avais une caméra comme vidéo là, de cette époque-là, le début du H8, qui était une sorte d'outil absolument extraordinaire quand l'arrivée du H8. C'est vrai. Ça vous paraissait l'image la plus propre, la plus extraordinaire du monde, celle-là. Et, c'est vrai. Et on a pu filmer ma grand-mère. Voilà, oui. Elle était grosse comment la caméra? Comme ça. Il y en avait non deux. mais ça dépend On des va la mettre sur films, les ça points. dépend des films. Comme ça. Dans la poste. Ah la poste, elle était à l'épaule, c'était avec un viseur. Ah non, c'était pas du tout une caméra cachée, on l'a dit, mais on le répète. Elle était pas posée. Non, elle était sur l'épaule d'Hélène. C'était une caméra portée. En fait, Hélène, elle fait des mouvements merveilleux de l'un à l'autre. Elle va suivre le type tout pour rire. Tu vois, elle le suit à travers la vitre. Enfin, non, c'était caméra. Oui, elle rattrape pour voir bien les visages quand il y a des premiers plans qui bloquent. Elle va chercher des billets. C'était une caméra portée. Voilà. Mais les cheveux, là, ça j'adore ce plan. Quand vous êtes avec de l'autre côté de la vitre au début, elle est aussi à l'épaule? Ah oui, elle est tout le temps à l'épaule. Parce que on a l'impression qu'après, quand vous êtes de l'autre côté, de nouveau avec la foule, entre guillemets, effectivement, c'est pas du tout une foule, mais on a l'impression qu'elle est posée à droite des gens. Non, elle est sur l'épaule d'Hélène. Elle est sur l'épaule, waouh. Et parfois, elle se baisse pour être à leur niveau, en fait. Mais non, il n'y avait pas de pied. Elle est sur l'épaule d'Hélène, c'est tout le temps à caméra portée. Et c'est d'ailleurs parce que j'avais vu un film de je ne sais plus qui, où Hélène avait fait le cadre. Mais si, je sais très bien qui, mais je me souviens pas de son nom. Mais... non, mais si, je le vois. Jérôme. Ah bon? Non, je sais pas. Moi, ça Bouillet. Jérôme Bouillet avait fait un film documentaire en Asie avec Hélène Louvard à la caméra. Et donc, et j'avais vu ce film et je m'étais dit, mais c'est extraordinaire, la personne qui cadre écoute ce que disent les gens. Brodier. Non, c'est pas lui. Et donc Hélène, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Hélène en fait. Ah bah c'est une très grande chef-op. Aujourd'hui, c'est une grande. Regardez son... D'ailleurs, elle ne veut plus travailler avec moi. C'est vrai. Est-ce qu'elle... Demande-lui sur lui, peut-être qu'elle T'es sûr? Non, elle sera peut-être libre pour toi. Ouais. Non, mais je fais des blagues, mais peut-être un autre film. Mais là, elle n'était pas libre pour le dernier film, mais bon. Et Réjeanne, c'est très beau aussi, la caméra dans Réjeanne, c'est un dense. Oui, Jacques Pamard. Jacques Pamard, c'était un grand. Jacques Pamard, donc Jacques Pamard avec qui j'ai fait un autre film qui est Corniche, pas n'importe quoi, Chronique d'une banlieue ordinaire. Jacques Pamard, donc qui était le cadreur de Jean-Louis Comolli, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et Jacques, en fait, est cadré comme un joueur de jazz, comme un musicien de jazz, en fait. Avec une élégance, il était avec les gens et en même temps il avait la liberté d'aller faire autre chose. Enfin, c'était. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Jacques. Et c'est vrai que le cadre qu'il fait avec Réjeanne, voilà, mais c'est beaucoup ça le cinéma. Hein. C'est bon, vous le savez aussi bien que moi et Mathieu également, que toutes les personnes en fait qui concourent à créer cette chose que vous voyez. Le rapport artistique, personnel, émotionnel, il est fondamental. Oui, et c'est souvent d'ailleurs dans le travail entre producteur et réalisateur, pour monter une équipe, c'est très important, quoi, cette confiance réciproque à ces deux postes-là. Un même chef opérateur, moi ça m'est arrivé, mais avec une autre
réalisatrice que Dominique, un même ingénieur du son, un même chef opérateur qui peut être génial pour un certain type de film, peut-être que pour un autre film, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Enfin bon, c'est à chaque fois, il faut qu'il y ait cette confiance absolue, réciproque, cette relation de confiance entre producteur et réalisateur, au niveau du monteur aussi. Hein, c'est vrai que souvent, ça, c'est le montage, c'est une étape très délicate, hein, très difficile. Et parfois, on se rend compte, ça n'enlève rien à la qualité de l'un ou de l'une, mais bon, voilà, il y a quelque chose qui doit fonctionner. Il y a, voilà, où ça passe ou ça passe pas. Non, mais c'est très important. Et c'est vrai que monter une équipe, c'est essentiel quoi, sur le tournage. Et il faut aussi qu'entre l'image et le son, il y ait aussi que ça circule, quoi. Bon, moi j'ai entendu. Après, des fois, ça circule pas et ça circule quand même. Quoi. Oui, parfois. Il n'y a pas que. C'est vrai. Parfois, ça marche mais pas. Quand même. En fait, oui, est-ce que vous avez envie Il y a le micro, si vous voulez. Oui. Ah, ben voilà. Alors, on va faire d'abord, madame. Non mais je vais faire vite, mais je me force un peu, je dois dire, parce que dans cette mise en scène, c'est en fait assez bizarre de prendre, enfin ça rend un peu timide de prendre la parole. De ce côté, c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile pour moi, oui. Mais je voudrais vous dire merci parce que justement en insistant un peu en disant que c'est un espace sacré, je ne sais pas si c'est le mot que j'aurais employé, en tout cas c'est un espace dont on a cruellement, enfin dont on a beaucoup besoin, ou tendrement besoin, ou vraiment besoin tout le temps, et donc aussi en ce moment. Et par exemple, moi je vois pas dans la mise en scène la personne qui a parlé, qui pour moi est une personne jeune avec des cheveux lisses et noirs, plus jeune que moi. Et je trouve ça, j'ai trouvé intéressant votre réaction de est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire ça, parce que moi aussi je me suis posé cette question, mais je me suis dit tu te poses cette question parce que toi, tu es pas vieille, mais tu as connu cette époque. Et donc, je me suis pris un vieux coup de boumeuse. Et j'ai regardé autour de moi plein de gens plus jeunes. Et je trouve ça quand même... moi, j'ai l'impression que c'est rare de pouvoir échanger vraiment entre générations. J'ai ce sentiment, peut-être que je suis pessimiste, mais en tout cas, je trouve que ce genre de soirée, un lundi soir... pourquoi vous êtes là, pourquoi on est venu. C'est vrai peut-être, mais non, mais pas que. Mais je veux dire, il y a, par exemple, dans la question de cette personne, je me dis qu'il y a énormément de questions qui ont à voir avec et le cinéma, mais aussi le monde dans lequel on vit, et que par exemple, quand on posait la question de la taille de la caméra, c'est un vrai truc parce que aujourd'hui, peut-être que tout le monde a l'habitude d'être filmé, mais on n'est pas filmé, on est pris, capturé un instant par un téléphone, et du reste, souvent, c'est pour une durée très courte qui doit être pertinente, une capsule, enfin, c'est un truc qui dure, un captcha, un truc, ça dure 3 secondes, quoi. Et en fait, là, il y a quand même, tu parlais de la candeur de ce personnage de Réjeanne, là, qui on dirait que c'est une actrice qui va rentrer en scène. Enfin, moi, franchement, j'ai cru que c'était Isabelle Huppert. Et du coup, avec plus de candeur. Avec plus de candeur. Mais je veux dire, cette candeur-là, je dis pas qu'elle est perdue et tout, pas du tout. Elle n'est pas perdue, on n'est pas devenus des êtres humains plus mauvais, mais disons que comme ça va très vite, de la même manière que ils ont le temps de faire des coups de tampon sur leur truc et tout le monde est là, mais putain, mais que c'est long, on n'en peut plus. Bon là, ça va plus vite si tu as ton appli, ton QR code, ton machin. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a moins de queues dans les bureaux, il y a d'ailleurs plus de vitres, mais il y a quand même un peu moins d'échanges global, on va dire. Et je pense que tout le monde serait certainement capable d'apporter aux autres son expérience profondément humaine de ce que c'est qu'être un être humain avec tout ce que ça de matérialiste et peut-être de spirituel aussi, mais c'est difficile de le capturer peut-être aujourd'hui parce que on est habitué à se mettre en scène en fait. C'est un peu l'inverse, et que quand par exemple ça c'est dur de prendre la parole ici parce que c'est un peu en vrai quoi. Et quand tout le monde maîtrise un peu, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens maîtrisent l'art de se mettre en scène entre guillemets avec des codes qui sont hyper précis, beaucoup des réseaux sociaux. Et je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que tout le monde maîtrise pas ces codes et que par ailleurs ça empêche peut-être les formats, pardon c'est un peu long, excusez-moi, empêche peut-être d'accéder à un truc qui nous paraît ce que vous disiez qui était spontané. En fait tout le monde peut être spontané, mais encore faut-il que tout soit très artificiel, que la grosse caméra ça fait que on sait qu'il y a une grosse caméra, on peut pas, donc on dit franchement le service public ça craint. Mais avec un téléphone, on dit juste ouais,
Enfin, bon, je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais Je sais, il y a quelqu'un, j'ai l'impression que voulait rebondir spécifiquement. Je sais que vous vouliez parler, mais est-ce que c'est pour rebondir à ce que disait madame? C'est pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas, même si c'était long, ça a fait réagir, c'est le principe. Bonsoir. Je suis un neveu de Réjeanne. C'est vrai? Non. Ah, là, je fais de la mise en scène, je sais pas, mais... non, ce que je voulais dire, c'est que... alors d'abord, merci pour ce film que j'avais déjà vu et que j'étais content de revoir. Vous parliez de mise en scène. C'est intéressant parce que ce qu'elle vous a raconté dans ce film, c'est une toute petite partie minuscule de sa vie. J'ai presque envie de dire qu'elle a un peu embelli sa vie. Ouais. Alors Réjeanne, elle est morte il y a, je sais pas, en 97 ou 18. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça. Mais moi, ça me passionne parce que vous n'allez pas vous enfuir après. Hein. Bah, tu vas pas avoir un débat au bar. Il faut que tu l'amènes. Non, mais c'est vrai, vous êtes vraiment heureux très jeune. Ah bah oui, oui, je Mais c'est extraordinaire parce qu'en fait, incroyable que je vous raconte. j'ai voulu. Il y a sa fille. Ah là là, mais c'est extraordinaire. Voilà. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est bouleversant pour moi, parce que j'ai beaucoup cherché après. Ensuite, plein de fois, j'ai cherché son nom, etc., pour voir si je pouvais la retrouver, en fait. Et en fait, elle est morte quelques années après le film. Je sais pas, avec 5, 6 ans, je sais pas. Même pas 3 ans Bah oui, 3-4 ans. Parce qu'en fait, après... Elle est partie dans le sud et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Parce que, en fait, je voulais faire un autre film avec elle, dont on a commencé des repérages, donc dans je sais plus, un village où elle était née, où elle avait été. Voilà, exactement. Donc j'ai fait des photos, j'ai été avec elle et Jacques, et donc on voulait faire ce film. Et puis, à un certain moment, elle n'a plus répondu. Elle a disparu. Elle ne nous a plus répondu. Et donc, avec beaucoup de chagrin, j'ai renoncé à faire le film, quoi. Et très souvent, je l'ai cherché, en fait. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai repensé à elle et j'ai cherché son nom, etc. Mais vous êtes venu parce que vous saviez qu'il y avait ce film. Oui, bien sûr. J'ai cherché son nom et donc, bien sûr, j'aimerais beaucoup connaître ce qui s'est passé, quoi. Bah, on ne sait pas grand-chose, à vrai dire, mais on va vous raconter si vous voulez. Mais il faut qu'on se voit, si vous voulez, un peu plus tard. C'est bouleversant pour moi. Bon, là, il se passe des trucs en direct, spontanément. Non, je plaisante, mais c'est inouï. C'est vraiment inouï. C'est très émouvant. Ah bah oui. Bah oui. Elle est tellement merveilleuse, là. Mais on sent bien parce qu'elle dit tout le temps, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, là, quand vous dites qu'elle embellit, bon... Mais comment vous connaissiez le titre du film? En fait, attendez, je ramène le micro. En fait, notre mère, qui est la petite sœur de Réjeanne, d'accord, est partie. On a dû mettre notre mère dans un EHPAD et au moment de vider l'appartement de notre mère, j'ai trouvé un document qui parlait de votre film. Voilà. Le document, c'était quoi, une lettre? Comme un prospectus, comme oui, un flyer. Bah, c'était sûrement celui du réel, peut-être. Voilà, et du coup... vous avez appris l'existence du film comme ça? Voilà, mais notre mère, donc, qui était au courant, ne nous en avait jamais parlé parce que, bon, on a une histoire de famille extrêmement complexe. Voilà, et avec beaucoup de secrets de famille. Et du coup, voilà, c'est comme ça, on a recherché, on a cherché, on a pu visionner ce film. Oh là là, première fois, ça c'était il y a 5-6 ans.
Et puis là, bon, voilà, on a eu connaissance de cette projection ce soir, et voilà, évidemment, on s'est dit, on y va, quoi. Ah là là, mais c'est extraordinaire. Du coup, j'aurais une question un peu plus pragmatique, je suis désolé. Non, c'était pour... moi, Chronique d'une banlieue ordinaire, c'est l'un de mes documentaires préférés. Et justement, quand on parle de mise en scène et comme quoi la mise en scène peut aussi faire révéler une certaine vérité, la vérité des gens, je pense qu'il faut regarder Chronique d'une banlieue ordinaire parce que il y a beaucoup de séquences qui sont mises en scène, mais il y a une vérité qui est là et qui est évidente. Et je pense que ce documentaire, justement, Une poste à la Courneuve, je pense que les gens se posent la question parce qu'on a l'impression que c'est pris sur le vif, et du coup, cette question-là se pose. Mais sur Chronique, voilà, je le conseille à tout le monde, en tout cas. Voilà. Et pour Une poste à la Courneuve, la journée des allocs, je la trouve vraiment incroyable en termes de montage. Il se passe, on est à plusieurs endroits à la fois, et je trouve que c'est un espèce d'Himalaya qu'on monte et on ressent la pression des gens devant, derrière. Enfin, c'est quand même assez incroyable à ce niveau-là, je tenais à le dire. Et juste pour ici, là-bas, je voulais savoir, est-ce que vous vouliez brûler votre maison familiale en fait, ou comment? Quelle est la signification de ça, et comment vos parents, comment votre famille l'a ressenti? Parce qu'on sent quand même si aujourd'hui vous dites que vous avez des remords peut-être sur certaines paroles, comment ça a été ressenti et vécu Je sais pas trop, je pense que ça les a amusés, ça les a touchés. Par rapport au feu, en fait, c'est mon frère, donc... oui, on voit que c'est... Voilà, effets spéciaux, c'est mon frère. Donc, en fait, Thierry a été très longtemps directeur technique au théâtre. Et donc, il aimait beaucoup faire des effets spéciaux, on aimait faire des effets spéciaux ensemble, etc. Et donc, on voulait matérialiser, c'est mon premier film, et voilà, et on voulait matérialiser l'idée de la guerre, l'idée du danger. Et on avait pensé qu'on allait faire... donc, c'est des flammes qui ne brûlent pas. Mathieu connaît ça, peut-être. Bien sûr. Ah oui. Donc il avait installé des petits trucs là, comment on appelle ça, qui s'enflamment, quoi. Il donnait un petit réseau de trucs électriques, quoi. Et puis voilà, boum, on s'était beaucoup amusé à ça. Et c'est un des grands regrets de ma vie d'ailleurs, de ne pas avoir continué dans ce domaine. Ah, la pyrotechnique. Voilà, les feux d'artifice. C'est jamais trop tard. Bah, oui. C'est vrai maintenant qu'il ne va plus y avoir d'argent du tout pour le cinéma. On va faire peut-être des feux d'artifice et des balles le soir. Voilà, mais là, après ce que vous avez dit, là c'est fini le débat. Ah non, il y a quelqu'un qui a le micro. Ah, je suis désolée. Ah, moi ça m'a complètement... Bah, oui. Alors je voulais juste vous remercier pour l'immense humanité qu'il y a dans vos films. Je voulais aussi dire que tout ce que vous avez expliqué sur la mise en scène, au départ, ça m'a prise un peu au dépourvu, un peu comme je pense la personne tout devant. Je me disais, ah oui, mais s'il y a mise en scène, finalement, où est la sincérité là-dedans? Je comprenais plus. Puis après, j'ai fait un lien, et tout ce que vous avez dit, et chacun aussi, ça a permis de faire un lien avec les sciences sociales. Je me suis rendu compte que ce que vous faites, en fait, c'est exactement ce qu'on fait dans les sciences sociales. C'est un domaine que je connais un peu plus. Et c'est paradoxal, on pourrait croire que c'est paradoxal, de prévenir, entre guillemets, les personnes avec qui on va filmer, avec qui on va faire des entretiens en sciences sociales, de leur parler de nous, de leur parler de notre démarche, de leur faire signer parfois des chartes déontologiques pour pouvoir les mettre en confiance. Et en fait, c'est justement le but, c'est ce que vous avez dit, c'est les mettre en confiance pour qu'elles puissent donner d'elles-mêmes. Parce que sans cette mise en confiance, elles ne donneront rien. Et c'est justement si on ne le fait pas qu'elles vont dire des choses fausses et qu'elles vont se mettre en scène au sens
d'ailleurs des réseaux sociaux, je pense, superficielle du terme, puisque pour moi, en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout ce qui se passe dans un film, justement parce qu'il n'y a pas cette temporalité. Dans les réseaux sociaux, il n'y a aucune temporalité, tout est pris à l'instant, tout est voilà, en direct, on montre un truc qui ne veut absolument rien dire, il n'y a aucun commentaire derrière, enfin, je pousse à l'extrême, hein, bien sûr, le réseau social a ses vertus, mais en tout cas pour moi, il n'y a pas de comparaison possible, et ce que vous faites, c'est un peu ce qu'on entend de tous les documentaristes quand Depardon parle, c'est exactement ce qu'il dit. On ne peut pas faire dire à quelqu'un quelque chose d'aussi intime si la personne ne se met pas en fait à notre niveau. Je pense que ce qui est important, c'est de se mettre au même niveau que les personnes qu'on filme. Et s'ils vous ont donné tout ça, et qu'ils nous ont donné à nous, c'est parce qu'ils ont senti votre sincérité. Comme vous disiez, le temps que vous y avez mis, la passion que vous y avez mis, l'authenticité que vous y avez mis. Et c'est ça que je voulais dire. Et je pense aussi, juste pour finir, qu'aujourd'hui, ce serait sûrement très compliqué de faire un film comme ça parce que cette réalité s'est évaporée. Pas de faire un film comme ça, mais je veux dire... Le contrat serait le même? Oui, le contrat, ça oui, mais la réalité ne serait plus la même, puisque par exemple, il suffit de rentrer dans un bureau de poste aujourd'hui pour voir que les effectifs ont été réduits par... voilà, c'est ça que je veux dire. Et que ce ne serait pas du tout le même film. Franchement, il y a beaucoup de par exemple, il y a beaucoup de documentaristes, de cinéastes qui font des films extraordinaires. Bien sûr. Aujourd'hui, oui. Le film sur l'hôpital qui a sorti Les Alchimistes, Est à limite, voilà, Est à limite que j'ai vu il y a, voilà, enfin il y a plein de films formidables. Franchement. Mercredi, vous aurez en salle un film qui s'appelle Devant, contre-champ de la rétention, qui a été tourné devant le centre de rétention du Bois de Vincennes. Beaucoup de Parisiens ignorent qu'il y a un centre de rétention dans le Bois de Vincennes. Ça a été 6 ans de production, 10 ans d'engagement, de travail pour la réalisatrice. Et on est assez content, c'est un film donc, produit par Mathieu Delaborde à Iskra, et donc la société de production qui a travaillé avec et donc ce film, ça a été un travail de folie pour les autorisations. Il n'a jamais été question de filmer de face, même l'entrée, bien sûr, à l'intérieur, il n'en est pas question, parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce genre de lieu. Donc, ça s'appelle Devant, parce que la réalisatrice a filmé les visiteurs, les personnes, les femmes, les frères, etc., les familles, les amis, qui viennent voir les personnes retenues à l'intérieur. Et là se révèle ce système où se retrouvent enfermés, emprisonnés, des personnes qui n'ont même pas été jugées. Ils ne sont pas passés par le tribunal. Donc ça révèle tout cela. Et là, on est assez content parce qu'il y a quantité d'avant-premières dans toute la France. Enfin bon, c'est soutenu par la CIMAD, par tout un... Enfin bon, donc on va voir, mais ce sera, je crois, à l'espace Saint-Michel. Et voilà. Donc, mais tout ce dont on dit tout à l'heure, c'est la grande différence entre le documentaire, le cinéma documentaire et le reportage. Le reportage, c'est quelqu'un qui débarque là et qui vient faire quelques images et nous poser quelques questions. Le documentaire, mais ce sont des mois et parfois des années de travail avant de tourner. C'est vrai que le réalisateur fait un travail mais énorme, quoi, pour créer cette confiance réciproque avec les personnes qu'il va filmer, que les personnes aient le désir d'être filmées. Enfin bon, pour moi, il y a une... Voilà, c'est une grande différence, quoi. Le reportage documentaire, c'est deux choses tellement différentes dans l'écriture. Je suis désolée, il ne reste plus énormément de temps pour le débat. Si vous voulez, pour une dernière, un dernier mot. Un dernier mot. Après le débat, la conversation. Après le débat, la conversation. Ah, j'aime bien cette expression, ça, je vais la réutiliser. Conversation. Ah, conversation. Bon, le bar est ouvert. Dans ce cas, merci beaucoup à Dominique et Adrera. Merci à Marie, bien sûr. Le Sacrement de la FDP sera en salle mercredi. Nous avons les DVD des films que vous avez vus et d'autres films. Il y a ceux de ce soir et d'autres qui sont disponibles. Merci beaucoup.